se retrouve aujourd'hui pour une vidéo point lecture où je vais vous présenter mes 3 derniers romans. Alors le premier dont je voudrais vous parler, il s'agit de Carmilla par Sheridan Le Fanu et personnellement je possède l'édition illustrée qui est parue aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose. Pour ce qui est des illustrations, on va en parler tout de suite. J'avoue que quand j'avais acheté le livre au début, j'avais un petit peu hésité parce que les illustrations, finalement, j'étais un peu perplexe par rapport à elles. Je ne les trouvais pas particulièrement belles, mais au final, au cours de la lecture, je me suis aperçue qu'elles collaient à merveille à l'ambiance du roman, d'autant qu'elles sont totalement bichromatiques, elles sont noires et rouges tout le temps. Et franchement, ça rendait vraiment bien. Maintenant, on va s'attacher plutôt à parler de l'œuvre de Sheridan Le Fanu, qui, il faut tout de même le noter, est paru 25 à 26 ans avant Dracula. Et oui, Carmilla est née avant Dracula, et d'ailleurs à l'époque, Bram Stoker avait largement admis s'être inspiré de Carmilla pour créer son personnage de Dracula. Carmilla est paru en 1871 ou en 1872, je ne me souviens plus, tandis que Dracula est paru donc en 1897. Ce qui fait de Carmilla l'un des premiers récits vampiriques qui est paru avec l'œuvre Le Vampire de Polidori. Nous sommes donc ici dans un texte ancien aux accents gothiques avec la plume de l'époque et sincèrement j'ai vraiment adoré l'atmosphère qui s'en dégageait. Alors ici, comme je vous le disais, nous sommes dans l'un des premiers récits vampiriques du genre et vous êtes donc très loin de tous les récits Beat-Lit ou quoi que ce soit que l'on peut trouver aujourd'hui évidemment, et vous êtes loin aussi des romans que l'on a trouvés aussi par la suite puisque le vampirisme ici est abordé en sous-entendu et notamment on emploie le terme de vampire que vers la fin du roman. Puisque tout le roman, nous allons suivre le personnage de Laura qui vit un peu esseulée dans son château avec son père et ses gouvernantes et qui sera très ravie lorsqu'une jeune fille du nom de Carmilla va arriver chez eux et par des circonstances que je vous laisse découvrir, sera amenée à rester au château. Une profonde amitié va commencer à lier les deux jeunes filles, bien que des événements assez étranges et des paroles de Carmilla quelque peu étranges vont arriver, et l'on ne peut que s'étonner que la jeune Laura, qui a 19 ans je crois, eh bien ne se rende compte de rien. Sincèrement, il faut l'avouer, le personnage est particulièrement nunuche. J'étais très étonnée que le personnage de Laura soit une telle pain-bêche et qu'elle se laisse mener en bateau jusqu'au bout. Après, oserais-je dire que Laura était blonde et que visiblement à l'époque le rôle de Nunuche revenait déjà aux blondes ? Ok, ça va, je sors, c'était une blague de mauvais goût, je l'avoue, mais le fait est que Laura était vraiment blonde pour le coup dans ce livre, malheureusement, et qu'elle était vraiment aussi pain-bêche. Et donc, eh bien voilà, comme je vous le disais, le fait que Carmilla soit une vampire, s'est abordé aujourd'hui véritablement à la fin de ce roman. On voit que Sheridan Le Fanu était tout à fait documenté finalement sur les connaissances des vampires à l'époque, parce que sur la fin, il nous en présente vraiment certaines caractéristiques qui sont restées aujourd'hui fondamentales. Et d'ailleurs, eh bien, ce n'est pas un chasseur qui vient à la fin pour faire face à Carmilla, mais on est... Voilà, Van Helsing n'était pas encore né, mais il y avait déjà de l'idée. Honnêtement, Carmilla, si vous vous intéressez aux créatures que sont les vampires, eh bien c'est vraiment un livre à lire puisque c'est une œuvre classique. Après, si vous n'êtes pas plus que ça intéressé par le vampire, je ne suis pas sûre que vous trouvez votre compte dans Carmilla. Après, il faut savoir que ce n'est pas vraiment un roman, il n'y a pas de suspense. Je qualifierais Carmilla de conte vampirique en fait, plus que d'histoire. En tout cas, la plume de Sheridan Le Fanu est totalement poétique et magnifique. C'est une véritable œuvre d'art à lire et ce fut un réel plaisir pour moi de me plonger dedans. Carmilla, si vous aimez les belles écritures poétiques, les contes vampiriques, etc., vous aimerez cette ambiance. C'est une ambiance très gothique. Après, si vous aimez les vampires d'aujourd'hui, un peu à la Twilight ou alors les récits bien punchy, vous n'allez pas trouver votre compte dans Carmilla, ça c'est clair. Ensuite, je me suis lancée dans un tome 1 avec le tome 1 de Morgan Kingsley, écrit par Jenna Black et paru aux éditions Milady. Alors c'est une série sur laquelle j'ai beaucoup hésité avant de me lancer suite aux avis que j'avais lus sur Livre Addict. En effet, les commentaires étaient loin d'être dithyrambiques et on reprochait notamment à ce livre
de mettre en avant beaucoup de scènes SM et qui finalement avait rebuté les lectrices. En plus, comme la beat lit est quand même un genre qui est riche et qui a beaucoup de romans, j'avoue que Morgan Kingsley n'était certes pas une priorité. Mais la lecture de l'essai de Sophie Daback qui s'appelle Beat lit pour l'amour des vampires, je crois, je remettrai le nom quelque part sur l'écran où j'ai la place, m'a quand même laissé penser que Morgan Kingsley finalement avait des qualités et méritait peut-être d'être découvert. Alors parlons tout de suite du point qui fâche et à juste titre les scènes SM. Oui, en effet, on en retrouve 2 ou 3 dans ce roman, je crois qu'il y en a 3, je ne me souviens plus exactement, mais il faut quand même savoir que la première apparaît à plus de 2/3 du livre, et donc personnellement, comme je m'y attendais, eh bien je me suis contentée de lire toutes ces scènes en diagonale parce que moi, ça ne m'intéressait pas. Après, aujourd'hui, on trouve énormément de livres, je pense, qui parlent plus de scènes SM que ça, mais je pense sincèrement que ce genre de scène n'est peut-être pas adapté dans ce genre de roman, même si la beat lit est quand même assez connue pour mettre en avant le charnel. Sincèrement, il n'y a vraiment pas beaucoup de séries beat lit que vous lirez sans avoir des scènes de sexe. Alors là, certes, elles sont un petit peu poussées dans le genre SM, et voilà, si ça ne vous intéresse pas, bien lisez-les en diagonale, parce que au final, Morgan Kingsley a quand même bien des qualités qui sont indéniables. Déjà, nous avons le personnage de Morgane que moi j'ai bien aimé. Alors comme dans la plupart des récits de beat lit, elle a un caractère de merde, mais voilà, moi j'aime bien ces héroïnes comme ça qui sont fortes et qui se laissent pas marcher sur les pieds. Et il faut savoir que quand vous rencontrez Morgane dans ce roman, eh bien elle est en couple et elle est heureuse de l'être, ce qui finalement n'est pas si fréquent en beat lit, et bah ça fait du bien. Et puis il y a l'univers en lui-même que j'ai personnellement trouvé assez original, puisque dans ce monde, les créatures que vous rencontrez, ce sont des démons. Alors certes, vous allez me dire, les démons, bah oui, on en rencontre assez souvent en beat lit, sauf que l'univers de Jenna Black est assez riche. Et bien les démons ici arrivent sur Terre et prennent possession des humains, sauf que l'existence des démons est connue et que certains humains sont consentants pour être possédés par un démon. Et oui, car quand vous êtes possédé par un démon, vous devenez quasiment indestructible, et en fait il y a une sorte de lien qui se crée entre le démon et vous, et on peut dire que certaines personnes qui sont possédés par un démon deviennent plus ou moins des héros, en tout cas font des métiers à risque comme pompiers, etc. puisque le démon va réussir à soigner le corps de son humain. Voilà. Morgan Kingsley, elle, n'aime pas du tout les démons, et d'ailleurs son boulot c'est d'être exorciste. Bah oui, il en faut quand même, parce que même si certains humains sont consentants, il y a certains démons qui ne se gênent pas pour posséder leur hôte totalement illégalement. Et c'est dans ces cas-là que l'on en appelle à Morgan Kingsley. Alors je dois noter que l'auteur ne traîne pas du tout en longueur, parce que dès les premiers chapitres, on tombe sur un cas d'exorcisme et voilà, on est directement plongé dans l'univers, dans l'histoire, on ne prend pas de longueur, et des longueurs, il n'y en a pas du début à la fin, et ça c'est un gros point fort de ce récit. Donc comme je vous le disais, nous avons ici affaire à une héroïne assez typique finalement de la beat lit. Morgane est une grande rousse d'1m80 qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui a du répondant. Par contre, eh bien, on ne peut pas dire que l'humour soit son fort, ce n'est donc pas une série où l'humour sera prépondérant, même s'il y a quand même la petite dose d'humour qui va bien. Je pense qu'une petite touche supplémentaire n'aurait pas manqué, mais bon, ça c'est un choix personnel de l'auteur. Elle a aussi bien développé son univers, et notamment les cas de possession. Elle a aussi développé les personnalités de ces démons qui finalement ne sont pas, on va dire, tous hyper méchants, qui ont des personnalités un petit peu plus marquées. Si vous regardez la série Supernatural, vous avez déjà certainement vu à certains moments que les deux frères Winchester rencontrent des démons qui ne sont pas toujours totalement mauvais, notamment le personnage de Crowley qui, malgré le fait qu'il soit le roi des enfers, eh bien, est beaucoup plus subtil qu'un simple méchant. Et bien c'est la même chose dans Morgan Kingsley, les démons ont tous des personnalités, et donc je pense qu'elle a posé aussi les scènes SM dans son livre pour rappeler aux lecteurs que les démons, eh bien, ont certaines pulsions qu'ils ont du mal à réfréner, et je pense que c'est ce qu'elle a voulu mettre en avant en mettant ces scènes là. Alors c'est peut-être pas très subtil, en tout cas ça n'apporte rien au récit, c'est pas vraiment en effet hyper agréable, mais bon voilà, comme je vous dis, il n'y a pas des scènes SM à toutes les pages, et c'est pas rempli du début à la fin, il y a bien d'autres choses, et l'univers est quand même vachement riche.
Donc j'ai trouvé que parfois certains avis étaient peut-être un petit peu durs avec ce livre, mais voilà, après c'est une question de goût et la lecture c'est très personnel. Pour ce qui est de l'intrigue, il m'est très difficile de vous en parler au risque de vous spoiler, je trouve ça dommage. Voilà, vous savez que Morgane est une exorciste, qu'au début elle va devoir s'occuper du cas d'une petite fille de 11 ans et il faut savoir que ce n'est pas toujours facile puisque lorsque vous avez été possédé par un démon et que le démon est exorcisé, vous revenez rarement en bon état de cette mésaventure ou aventure si vous avez été consentant. Et puis après, il y a pléthore d'événements qui se passent et Morgane est carrément emmenée dans des situations plus dangereuses les unes que les autres et surtout plus détestables les unes que les autres. Mais une fois encore, je préfère vous laisser découvrir cette intrigue. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de longueur, je ne me suis pas ennuyée un quart de seconde et moi, personnellement, j'ai bien aimé cet univers que j'ai trouvé sincèrement pour de la bitlit assez original, même si on reste dans un roman typique du genre bitlit, nous sommes bien d'accord là-dessus. Donc voilà, si vous avez envie de tenter et que vous n'êtes pas rebuté par le fait qu'il y ait 2 ou 3 scènes SM dans le texte et que vous êtes prête soit à les lire, soit à les passer, soit à en faire ce que vous voulez finalement, pourquoi pas tenter l'aventure de Morgane Kingsley et vous faire votre propre avis dessus. Après tout, je crois qu'en France il y a eu 5 tomes de parus, mais je n'en suis pas sûre et je ne sais pas si la saga est terminée ou pas. Ensuite, le dernier livre que j'ai lu, je vais vous en parler brièvement puisqu'il s'agit d'un tome 2. Il s'agit du tome 2 de Sœur Sorcière par Jessica Spotwood et paru aux éditions Nathan. Alors j'avais beaucoup aimé le premier tome, notamment pour l'atmosphère qui s'en dégageait et le fait que l'histoire se passe dans les années 1900, dans une Angleterre finalement alternative, puisque les sorcières existent, les femmes sont complètement soumises, elles sont complètement soumises aux hommes et notamment à l'ordre des frères qui fait un petit peu la loi comme la pluie et le beau temps. Alors autant vous dire que la condition de femme dans cet univers n'est vraiment pas simple, mais quand en plus vous êtes sorcière, ça devient la catastrophe. Et quand vous êtes sorcière et que vos 2 sœurs le sont aussi et que donc, finalement vous devenez les 3 sœurs d'une certaine prophétie, là ça devient totalement catastrophique. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais beaucoup aimé l'ambiance, j'avais beaucoup aimé les personnages, l'atmosphère qui sont dégagés. Et oui, en effet, je l'avais confirmé, ce n'est pas un livre qui offre une action pure et dure, ça ne se bagarre pas dans tous les sens. C'était vraiment un livre qu'il fallait apprécier pour son atmosphère. Moi personnellement, j'avais vraiment aimé pour l'atmosphère et donc j'ai tout autant aimé ce tome 2 et peut-être même un peu plus parce que finalement j'ai trouvé qu'il s'y passait un petit peu plus de choses. Alors comme il s'agit d'un tome 2, je ne peux pas vous raconter ce qui s'y passe, simplement que vous allez retrouver vos 3 sœurs sorcières ainsi que certains autres personnages et que j'aime toujours autant les 2 sœurs Kate et Tess, mais que sincèrement la dernière sœur Moira, au fur et à mesure de la lecture, plus le temps passait, plus j'avais envie de la baffer, tout simplement. Donc une fois encore, Jessica Spotwood a vraiment travaillé son univers, elle nous présente de nouveaux lieux, notamment l'asile où sont enfermées toutes les femmes qui sont supposées être des sorcières et donc sincèrement ça vous donne une atmosphère, une ambiance qui est vraiment géniale, qui est un petit peu mystique sur les bords et moi j'adore surtout que n'oubliez pas que vous remontez le temps et que vous êtes dans les années 1900 avec toutes les bonnes mœurs qui vont avec et donc sincèrement le tout mélangé ça donne un résultat assez bluffant. En tout cas, Sœur Sorcière est une trilogie et je peux vous avouer que ce tome 2 finit de manière totalement machiavélique. Je ne m'attendais pas du tout à cette fin et j'ai vraiment hâte de lire le tome 3 afin de savoir ce qui va se passer parce que quand j'ai lu la fin, c'était un peu what the fuck. Et du coup, voilà, il faut vraiment que je connaisse la suite, que je connaisse la fin et j'espère sincèrement que ça va bien se terminer parce que dans cet opus, l'auteur n'hésite pas du tout un quart de seconde à maltraiter ses personnages. Je note donc que ce tome 2 est un très bon tome qui est presque meilleur que le premier, en tout cas sur certains points il est meilleur. Et ça je tiens à le noter parce que c'est tout de même assez rare que les deuxièmes opus soient meilleurs que les premiers ou au même niveau. Souvent ils sont un petit peu inférieurs, j'aime
parfois l'impression qu'ils sont là pour faire la charnière entre le début où vous découvrez l'univers et la fin où vous avez la conclusion de l'histoire. Tandis que là, pas du tout, il y a vraiment beaucoup d'événements dans ce livre. Alors voilà, je ne peux pas vous raconter les événements, une fois encore, j'ai pas envie de vous spoiler, ni le tome 1, ni le tome 2, mais il se passe vraiment beaucoup de choses. J'ai adoré ma lecture et je ne me suis pas ennuyée une seconde. Donc voilà, j'en ai fini avec cette update lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu ces livres et ce que vous en avez pensé de votre côté, ou dites-moi ce que vous êtes en train de lire en ce moment. En tout cas, je vous souhaite, comme d'habitude, à tous une excellente journée, de très belles lectures, et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.